Merci Djilali, merci chers collègues, chers amis de votre présence et merci pour cette invitation, c'est un honneur pour moi. C'est vrai, comme vient de le dire Djilali, j'ai rencontré Monsieur Théodore Monod 2 fois grâce à mon ami Jacob qui me l'avait présenté parce qu'à ce moment-là j'avais besoin d'un soutien pour une certaine question de ce qui se passait chez les Touaregs, etc. Et puis l'enseignement du berbère à l'université de Paris. Donc j'avais demandé un soutien de Théodore Monod, qui avait bien accepté de signer la lettre et la pétition que je lui avais donnée. Et puis j'ai connu le reste de la famille, son fils, sa fille, etc. C'est comme ça. Donc moi, ce serait surtout un témoignage par rapport à cette histoire. Quand Djilali m'a demandé si je peux parler sur Théodore Monod, je lui ai dit oui, c'est vrai, je l'ai connu, donc je vais apporter un léger témoignage. Il fallait beaucoup de temps pour préparer un bon dossier sur la longue carrière de Théodore Monod, qui est presque centenaire, qui est naturaliste, l'un des derniers naturalistes de sa génération, surtout du siècle dernier, et qui a prolongé tout ce phénomène depuis le siècle des Lumières jusqu'à la fin du 19e, puis le 20e. Donc Théodore Monod, pour moi, et je pense que même pour vous, est l'un des derniers naturalistes de sa génération. Après, on va rentrer dans d'autres façons de faire la science, et on va rentrer dans l'hyperspécialisation, etc. Alors, moi, quand on me parlait de Théodore Monod, c'est surtout son témoignage sur le Sahara. Et bien, quand on dit le désert du Sahara, enfin, le désert, donc c'est le vide, le Sahara, c'est le vide, mais quand on regarde les témoignages rapportés par Théodore Monod et puis d'autres explorateurs, on voit bien que ce vide était plein. Par exemple, cette dalle qui porte des inscriptions alphabétiques des populations anciennes qui avaient habité le Sahara est un témoignage que ce territoire qui est aujourd'hui désertique, aride, était peuplé, était habité par des gens qui avaient atteint un certain niveau d'évolution, etc., pour permettre d'arriver à transcrire leur langue par ces formes géométriques. Ce que je connaissais aussi de Théodore Monod, c'était le livre que j'ai utilisé quand je préparais ce qu'on appelle à l'époque, c'était pas la licence, c'était la licence ou c'était l'ancien système, là. Maintenant c'est le master. La maîtrise, voilà, quand je faisais ma maîtrise, donc je me suis appuyé sur les travaux de Théodore Monod pour découvrir le Sahara. Et surtout, il faut beaucoup de moyens pour aller voir ce qui se passait sur ce vaste territoire, cet territoire immense. Donc, l'un des ouvrages que j'ai consulté, et que j'ai d'ailleurs dans ma bibliothèque, c'est l'Adrar al-Ahnet. L'Adrar al-Ahnet, ça fait partie de toute cette série de Tassili qui entoure le massif de la Hagar, qui est cristallin. Et tout autour de ce massif cristallin, on a ces plateaux qui sont sédimentaires, donc soit du calcaire, soit des grès. Et là, il s'agit des grès dévoniens qui remontent pratiquement au primaire. Sur cette diapo, il y a aussi un autre livre, et puis il y en a d'autres, hein, je les ai presque tous chez moi, j'ai au moins 5 ou 6 livres de Théodore Monod. Ce livre de sa grande traversée de la partie la moins connue du Sahara, c'est la partie occidentale, qui est très très difficile à traverser, et M. Monod l'avait fait à pied, avec ses 2 ou 3 dromadaires. Et au milieu, on voit bien le travail qui était fait par Théodore Monod, le relevé de ces gravures de l'Adrar al-Ahnet et les gravures du Tibesti, donc une autre montagne encore plus loin vers l'est qui nous renvoie vers le Tchad. C'est juste pour vous donner une idée que Théodore Monod avait parcouru le Sahara central, tout le Sahara et même au-delà des déserts de l'Afrique en allant vers le Yémen, etc.
L'autre figure aussi qui nous montre que ce Sahara était habité et que ces populations-là étaient des populations que Théodore Monod avait connues, fréquentées, discutées, échangées, etc. C'est que ce soit les Touaregs ou les autres populations sahéliennes, parce que Théodore Monod a beaucoup plus vécu dans sa jeunesse vers le sud du Sahara, plutôt vers le nord. Donc il a été en Mauritanie et puis au Sénégal où il sera le premier fondateur de ce qu'on va appeler l'Institut national de l'Afrique noire, l'IFAN, c'est ça. L'Institut français, oui. Donc je vous montre ici une image. Moi je l'ai connue quand elle avait cet âge, je ne l'ai pas connue jeune, avec ses lunettes. Donc Théodore Monod a commencé sa carrière comme océanographe et c'est là que je me suis posé la question, que vient faire un océanographe dans le désert, dans le Sahara? C'est antinomique, ça ne marche pas. Il n'y a pas d'eau dans le Sahara normalement. Mais il va quand même être engagé par le Muséum d'histoire naturelle pour aller faire sa carrière, commencer sa carrière à l'océan Atlantique du côté de la Mauritanie et s'occuper de ses productions de pêche de la période coloniale. Il va s'installer sur ces côtes pendant longtemps où il va commencer sa carrière scientifique qui va prendre son élan. Pendant sa présence sur ce vaste territoire, il va découvrir de nombreux sites préhistoriques. C'est pour ça que moi, les travaux de Théodore Monod m'intéressent, parce qu'il serait l'un des plus importants découvreurs de sites préhistoriques du Sahara central. Et surtout, il va apporter des définitions, des explications à ces cultures préhistoriques du Sahara. Et c'est lui-même, pour ce qui concerne la rupace par exemple, qui va inventer le terme de laitage bovidien. Quand on parle de bovidien, etc., Théodore Monod est le précurseur. Il va découvrir au Mali le squelette de l'homme d'Aslar, qui va étudier, qui va nous faire connaître et qui sera aussi publié, et qui est ici, bien sûr. En 1938, il va être nommé le directeur de ce que je disais tout à l'heure, l'Institut français à Dakar. Et à partir de cette date, le nom de Théodore Monod rejoint la liste des grands explorateurs du Sahara. Et il va partir à la découverte de ce grand désert. Mais ce grand désert a toujours attiré les explorateurs. Et l'un des mythes qui serait à l'origine de cette attraction de l'Afrique pour les Européens, par exemple, c'est cette carte qui est connue et produite, dessinée en Andalousie, qui montrait des populations africaines, et s'il s'agit du sultan Moussa, qui montrait une boule en or. Donc, pour les Européens du Moyen-Âge, l'Afrique est un trésor qu'il faut aller découvrir. Et ce roi Moussa, c'est le roi de Tombouctou. Je ne vais pas vous raconter toute l'histoire liée à Moussa, qui serait d'ailleurs celui qui va provoquer le premier crash du dinar fatimide dans l'histoire. C'est comme ça que la grande dynastie fatimide installée en Égypte va disparaître à cause de ce roi Moussa qui a distribué de l'or à tout le monde. Donc la valeur du dinar fatimide va s'écrouler. Je vous montre cette partie de la carte qui a été dessinée et tracée en 1707. Je vous montre juste la partie qui serait exploitée par Théodore Monod pour parcourir ce grand désert. C'est cette partie occidentale du Sahara. Ce grand Sahara a toujours fasciné des populations qui étaient déjà sédentarisées dans les régions comme le Nil par exemple, ou celles qui vont venir
pour contrôler un peu les rives sud de la Méditerranée, comme les Grecs ou les Romains, qui vont pousser vers le sud pour essayer de voir qu'est-ce qu'il y a derrière les dunes. C'était la curiosité de tous ces grands explorateurs. Là, je vous donne par exemple toute une liste de toutes ces grandes civilisations pharaoniques, grecques ou romaines qui vont envoyer des missionnaires ou des explorateurs, ou des aventuriers qui vont être financés par la Société de géographie, que ce soit d'Angleterre ou de France ou d'Allemagne, etc., qui vont partir à explorer ou découvrir ce grand Sahara. Et là, je vous montre par exemple une image de Théodore Monod de 1930 sur son dromadaire qui annonce déjà ses grandes missions. Donc, cette aventure, ou ces explorations vont se poursuivre pendant tout le Moyen-Âge jusqu'à pratiquement les grandes conquêtes coloniales. Et c'est à partir de ces grandes conquêtes coloniales que l'exploration du Sahara va changer de nature. Parce que parmi ces explorateurs qui vont partir à la découverte du Sahara, ce seraient principalement des scientifiques ou des géographes qui seront financés et envoyés pour aller découvrir ces trésors cachés du Sahara. C'est l'image que j'ai empruntée à Jean-Marc Duroux, qui est aussi un ami, et c'est grâce à lui aussi que j'ai rencontré M. Monod, qui nous montre la dernière caravane transportant des dalles de sel qui proviennent de la grande mine de Taoudeni. Alors, pour la petite biographie de Théodore Monod, il est né le 9 avril 1902 à Rouen. Il va décéder le 22 novembre 2000 à Versailles. Théologien, protestant et humaniste. Une formation universitaire de naturaliste, biologiste. Il va être l'un des derniers explorateurs du Sahara, érudit, parce qu'il va écrire de nombreux articles, et surtout grand humaniste. Il serait aussi l'un des fondateurs de l'Institut qu'on appelle des steppes et des déserts du monde. Il va faire de nombreuses publications. Je pense qu'il a fait presque à peu près 2000 publications. Il est défenseur, parce que c'est un humaniste, il est défenseur des causes justes et des faibles. Et il est aussi opposant à l'armement nucléaire ou à la course vers l'armement nucléaire. Ça passe vite. Il est né donc en 1902. Son père, il est venu s'installer pas loin d'ici. Et c'est sa proximité, justement. Ils habitaient vers le 5e. La proximité du Jardin des Plantes et du Muséum serait l'élément, cette proximité serait l'élément qui va l'influencer à venir fréquenter le Jardin des Plantes, etc., et qui va par la suite faire ses études et se former dans les sciences naturelles. Donc je vous laisse lire rapidement ce qui est écrit. Là, l'image le montre avec ses parents, ses frères qui l'entourent. Donc, comme biologiste, il va se spécialiser sur les crustacés. Il va soutenir sa licence et par la suite son doctorat sur les crustacés. Et ce qu'on disait tout à l'heure en mangeant, c'est que les scientifiques du siècle dernier et du 19e siècle, comme on maîtrisait moins la photographie, étaient de grands dessinateurs. Donc, quand ils travaillaient sur leurs spécimens, ils les dessinaient eux-mêmes. Donc, ils faisaient ces grands dessins avec des grands détails, etc. Et ce que vous voyez ici, c'est des dessins qui sont de la plume de M. Théodore Monod.
Là, de son bureau à Dakar, en couple, Olga, son épouse. Donc si je rappelle un peu son travail, c'est qu'en 1920, il va être initié à la recherche scientifique et le Sahara. Puis il va partir pour son travail d'océanographe vers la Mauritanie. Je me répète, en 1927, il découvre à Issouk, au Mali, le squelette de l'homme d'Aslar, qui est daté de 2000 à 7500 BP. Lors de son service militaire, il va découvrir le site de l'Adr al-Ahnet dans le Sahara algérien, le Sahara central, et il va parcourir l'un des déserts les plus chauds du monde, le Tidikelt. Certaines parties de Tidikelt se trouvent à moins de 50 mètres, moins 60 mètres par rapport au niveau de la mer. Il va aussi parcourir le Hogar et découvrir par la même occasion le prolongement de ce désert vers l'est. En 1934-35, il va organiser sa première expédition et il va découvrir l'immensité du désert et surtout la difficulté de circuler dans un milieu extrême. Il n'y a pas d'eau. Oui, il fait très chaud. Ces missions d'exploration vont se poursuivre jusqu'à pratiquement la fin de sa vie, jusqu'en 1994, où il décide sur un coup de tête d'aller découvrir ce qu'il avait déjà découvert lors de ses premières missions. Et pour anecdote, elle m'avait demandé de traduire de l'arabe vers le français un texte ancien qui parlait d'une ville engloutie qu'on appelait Zarzoura en Libye. Et il était aussi à la recherche de ce ver libyque. Moi, je ne connaissais pas qu'il y avait un ver naturel qu'on appelait le ver libyque. Donc c'est avec M. Monod que j'ai découvert qu'il y a du ver naturel qu'on retrouvait dans le désert. Et le phénomène, c'est un phénomène aussi lié à un processus chimique. On m'a bien expliqué à l'époque comment se fabriquer ce ver libyque. Donc il était jusqu'à la fin de sa vie à la recherche de cette ville engloutie. C'est vrai que le texte en arabe parlait d'une ville engloutie et qu'elle avait englouti pas seulement la ville, mais aussi les habitants et la caravane, etc., etc. Donc, il est parti plusieurs fois pour retrouver la ville et puis retrouver le ver libyque et reparti aussi au Tassili, retrouver la plante, une fleur qu'il avait découvert auparavant. La Marie Maka qui est là doit connaître l'anecdote et connaître l'histoire. Alors, à quoi correspond ce grand désert que M. Monod allait traverser? C'est cette partie occidentale du Sahara qu'il avait appelée la Majab al-Kubra, le grand miracle. La carte qui suit nous montre le déplacement. Il n'est pas parti en expédition avec une équipe qui l'accompagnait. Il est parti tout seul avec ses dromadaires pour aller découvrir ce qu'il allait par la suite publier. Et à chaque fois, sa traversée du désert durait 1 an. Parfois, il est accompagné par des géologues. Jean Fabre, par exemple, qui était prof de géologie à la fac de géologie d'Alger dans les années, jusqu'aux années 80. Il était encore prof, même 90, il était encore prof de géologie à l'université de Babzouar. Il va accompagner Théodore Monod lors de ses missions, et ici c'est à Tenzrouft. Et Tenzrouft, pour anecdote, c'est ce qu'on appelle le bidon 5. Alors, moi, je me suis toujours posé la question, pourquoi un site préhistorique s'appelle le site bidon 5? En fait, s'il y a un bidon 5, c'est qu'il y a un bidon 1. C'est que pour la conquête du désert, pour que l'armée française
puisse avancer dans le désert, elle déposait des bidons pleins d'essence ou pleins de fioul pour assurer le ravitaillement des camions qui vont aller d'un point à un autre. Donc le premier point, le bidon 1, se trouve à Ain Safra, là où Isabelle Eberat est morte, emportée par la crue de l'Oued, en essayant de sauver un enfant qui, lui, a été happé par la vague de cette Oued qui partait vers Oued Nemous. Et Oued Nemous, pour une anecdote, c'est l'endroit où l'armée française avait expérimenté l'arme chimique pendant les années 60. Le bidon 2 se trouve à Colombéchar, à Béchar. Et puis vous avez le bidon 3 du côté de Bnei Abbès, le grand territoire où le couple Chavaillant avait travaillé pour faire sa thèse et que même avant Chavaillant, Aliman avait travaillé sur toute la vallée de la Saoura pour nous montrer toutes ces cultures préhistoriques qui remontaient jusqu'à l'Acheléen. Et on a découvert là-bas une culture, des outils particuliers qu'on appelle le hachro de Tabelbala Tachenrit, qu'on ne trouve nulle part ailleurs que dans cette région de la Saoura. Et le bidon 5, il se trouve dans le Tanzrouft. Et une fois qu'on arrive à Tanzrouft, on n'est pas loin du Nord Mali. Et là, on est sur un autre territoire géré par une autre armée qui n'est pas l'armée de l'Algérie française de l'époque. La dernière mission, grande mission de Théodore Monod, c'est celle de 54, qui va durer un an. Il va traverser aussi dans tous les sens, il va parcourir dans tous les sens ce désert, où il va ramasser des échantillons, il va échantillonner, etc., etc. Et tout ce travail serait publié dans ses ouvrages, dans ses nombreux ouvrages. Alors, moi, j'ai cherché quand même quel est le lien qui peut me lier, moi, qui travaille, qui fouille dans le Sahara, et le travail d'un océanographe qui, lui, est tombé amoureux du Sahara. Et d'ailleurs, pour anecdote, Théodore Monod le disait, le Sahara, il l'avait même dit dans ses interviews, le Sahara, vous avez deux réactions. Vous n'aimez pas, vous retournez chez vous, vous êtes bien. Vous aimez le désert, le Sahara, vous allez retourner, vous allez revenir tout le temps jusqu'à la fin de votre vie. Et elle m'a dit, elle avait dit, c'était son choix, donc il est tombé amoureux du Sahara. Et j'en fais de Djilali aussi un amoureux du Sahara, parce qu'on est parti en mission dernièrement, où on a découvert la beauté de ce paysage et surtout la complexité de ces paysages et des cultures liées à l'activité humaine ancienne qui demandent une réflexion pluridisciplinaire, comme le disait M. Djendjian. Alors, pour vous expliquer le lien que j'ai et qui me rapproche de M. Théodore Monod, c'est moi aussi, je voyageais dans le Sahara et j'ai mis 20 ans pour découvrir cette grotte qui était connue des touristes ou des voyagistes. Mais moi, j'ai mis 20 ans pour y retourner. Et j'ai pris cette photo la nuit pour vous montrer la beauté d'un site préhistorique saharien. Et cette grotte se trouve pas loin des frontières du Niger, donc vers le sud-est de Tamanrasset, à quelques kilomètres de frontières du Niger, donc de l'Aïr. Alors, ce qui me rapproche encore plus, c'est quand on commence à fouiller, et au lieu de découvrir des silex, on découvre des coquillages. J'ai choisi le coquillage par rapport à la mer et par rapport aux différents paléolacs de la zone. Et il n'y a pas que des coquillages, il y a différentes espèces de coquillages. Il y a celui-là que je vous montre, mais il y en a d'autres. Mais il y a aussi des poissons. Et en plus des poissons, on a des graines. Et parmi les graines, pour la botanique, on a des restes de noisettes ou de noisetiers. Et puis de différentes graminées, différentes légumineuses, etc. Donc là, c'est un autre travail que nous sommes en train de préparer avec Djilali et toute une équipe.
beaucoup de poissons et beaucoup de coquillages. Hein. Et si on donne une première analyse, ou une première interprétation de cette société holocène qui a vécu dans cette grotte, on peut dire qu'elle avait un régime alimentaire assez équilibré, parce qu'elle mangeait ce qu'elle chassait des animaux terrestres, des brouteurs, etc., mais elle ramassait aussi, elle récoltait tout ce qui se trouvait dans les oueds ou dans les lacs avoisinant cette grande grotte. Et ce n'est pas la seule grotte, il y en a d'autres. Voilà, je reviens sur un autre aspect qui me lie aussi à Théodore Monod, c'est son côté engagement et son côté humaniste. Là, c'était en 95, où une marche était organisée contre l'armement nucléaire, et c'est tout la journée de la Terre. J'ai oublié de dire que M. Théodore Monod a vécu un siècle, le siècle dernier, moi je suis né en 1962, c'est un siècle qui est un peu particulier, parce qu'il commence par une grande guerre, 14-18, et se termine par une grande guerre, 39-45, et la guerre de 39-45, M. Théodore Monod est touché dans sa chair parce qu'il se retrouvait en Afrique, donc il est obligé de choisir son camp, donc il était avec les résistants, et il avait aussi dans sa famille des éléments qui étaient touchés par les nazis qui sont venus chercher quelques membres de sa famille, etc. Cette histoire est connue de tout le monde, mais ce qui me rapproche encore plus de Théodore Monod, c'est son engagement contre la guerre d'Algérie. Et les signataires du manifeste des 121 contre la guerre d'Algérie, qui était horrible. J'aimerais pas ouvrir des parenthèses sur ce que ma grand-mère me racontait sur cette guerre-là, mais surtout, le témoignage de Jacob me disait que tous les vendredis, Théodore Monod jeûnait pour demander aux Algériens pardon des méfaits du colonialisme. Là, je ferme la parenthèse, parce que je pense que beaucoup de gens ne le savent pas, mais je le dis pour que les gens maintenant le sachent. Et un autre élément qui montre que c'est un homme engagé, c'est son blason. Moi, j'avais une image, la vraie, que j'ai prise chez Jacob. Le dossier que j'ai préparé pour ce colloque, je ne l'ai pas. Il s'est perdu, donc j'étais obligé de refaire un autre diaporama. C'est le blason de Théodore Monod qui montre ce côté universaliste et humaniste. Je vous montre ici quelques publications. Il n'y aura pas assez de place pour mettre toutes les publications de Théodore Monod parce que c'est par centaines. Je cite quelques-unes ici. Son dernier voyage au Tchad pour aller dans le Tibesti, ses promenades dans le désert en observant toujours le sol. C'est un défaut professionnel des archéologues. On observe toujours, on a toujours les yeux orientés vers le sol. On ne sait jamais si on peut découvrir quelque chose. Avec son fils, qui est pasteur du côté de Montparnasse. Une dernière photo. Et le buste de M. Théodore Monod, qui a été réalisé par Nacera, qui est ici présente. Et je pense qu'il est ici au Muséum d'Histoire Naturelle. Et on en a fait combien? On en a fait, je pense, 22 ou quelque chose comme ça. 9. Et qui sont répartis sur le territoire. Voilà, je vous remercie.